nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Les scandales de corruption et de détournement de fonds publics, on en compte à l'appel au Cameroun. Ligne 94 et consorts, Covid-Gate, l'affaire du complexe sportif d'Olembe, l'affaire Glencore et j'en oublie. Les sommes en cause sont vertigineuses au point qu'on en vient à se demander comment le pays réussit encore à tenir avec un tel assaut sur ses finances publiques. Et l'institution judiciaire, alors, elle reste apathique. Aucune des personnalités citées ou impliquées dans ces multiples affaires n'a été, à ce jour, inquiétée. Qu'est-ce qui peut justifier une telle impunité? Nous poserons les questions à notre invité. Avocat de renommée mondiale, il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il est le fondateur en 2000 de la branche camerounaise de l'ONG de lutte contre la corruption, Transparency International Cameroun. Le bâtonnier Akere Mouna est aussi homme politique, fondateur du mouvement NAO. Il fut notamment candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Maître Akere Mouna, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous n'êtes pas très présent dans les médias. C'est un choix ou alors c'est juste l'envie qui vous manque de parler? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je saisis l'occasion pour vous féliciter, n'est-ce pas, pour ce que vous faites, ce qui confirme le fait que notre pays regorge de personnes entreprenantes et aussi de talents. Donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Mon absence je ne sais pas si c'est voulu, mais j'ai été très occupé pendant cette période depuis 2018. J'ai commencé comme activiste, si vous voulez, la société civile depuis les années 1990 et autres. Et j'ai choisi la voie, comme vous l'avez dit tantôt, de la lutte contre la corruption. Donc, je le faisais comme citoyen, je ne le faisais pas parce que je briguais un poste particulier. Donc, dès que les instances judiciaires de notre pays ont arrêté, n'est-ce pas, qui a gagné des élections en 2018, ben, j'ai continué mon combat depuis 2018, n'est-ce pas, dans la lutte contre la corruption. Et j'interviens quand c'est utile. Je n'interviens pas pour me faire voir. Donc voilà pourquoi. Et puis je dois dire, comme disait mon feu père, le fait que votre radio ne capte pas ne veut pas dire que la situation n'aimait pas. C'est bien entendu. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas très présent dans les médias, mais vous tweetez énormément. Et nous allons commencer cet entretien avec une affaire pour laquelle vous avez été parmi les premiers à réagir. C'est malheureusement une affaire macabre, l'affaire Martinez-Zogo, dont vous fûtes l'une des premières personnes à avoir réagi au sujet de cette affaire. Et vous disiez à l'époque être très horrifié par l'assassinat, l'enlèvement et l'assassinat de ce journaliste.
Écoute, à l'information de vos lecteurs, Oui. avec votre permission, Je vous en prie. je vais vous donner lecture d'un texte Oui. dont on ne parle pas. Vous d'ailleurs, je pense que c'est une loi qui a été votée en 2018. Oui. Pourtant, Code de transparence et de bonne gouvernance de la gestion des finances publiques au Cameroun. En 2018, Oui. dans son article 49, ça c'est le réflexe d'avocat, excusez-moi. Je vous en prie. Il dit ceci, l'article 48. L'information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, les enjeux économiques, sociaux et financiers est organisée dans un souci pédagogique et objectivité. Plus important, alinéa 2, Oui. la presse, les partenaires sociaux et d'une façon générale, tous les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la diffusion des informations ainsi qu'au débat sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. Absolument. Que faisait donc Zogo? Exactement ce que demande la loi. Oui. Un homme de presse qui promeut le débat sur la gestion des finances de l'État. Oui. Alors, dites-vous bien, ce texte, quand il était sorti, ça m'a beaucoup, transparence, gouvernance, en 2018, j'étais quand même interpellé. Et quand je vois que quelqu'un qui fait ce qu'il est appelé à faire, et par la Constitution, et par une loi sur les finances qu'il exige et qui le protège, c'est à cause de là, il est assassiné. C'est quand même grave. Oui. Ça montre à quel point, n'est-ce pas, nous sommes en train, n'est-ce pas, de glisser. J'entends qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été assassiné, qui aurait aussi intervenu, n'est-ce pas, sur les médias. Oui. Donc, de ce point de vue, ça m'a secoué. Mais j'ai peur de dire que je m'attendais un peu, parce qu'on a un glissement vers un État qu'on ne saurait appeler un État de droit. Oui, alors justement, dans le tweet auquel je faisais allusion tout à l'heure, vous allez beaucoup plus loin. On vous sent, monsieur le bâtonnier, assez nerveux dans ce tweet-là. Vous dites « L'impunité est la règle. La pratique de déshumanisation qui a commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest est maintenant un modus vivendi. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous aide. » C'est exactement ce que vous avez écrit. Alors, c'est l'expression de quoi? De la colère, d'une résignation quand vous convoquez Dieu, ou alors des deux à la fois? La colère, et chrétien que je suis, quand on convoque Dieu, naît dans l'espoir. Parce que, comme je disais en l'ouverture, vous voyez, je suis partout un peu à l'étranger. Et je suis émerveillé des Camerounais intelligents et talentueux que je vois. Je consulte largement RDC. Au moins 7 Camerounais sont chefs de mission des organisations. Au moins 7. Sans parler du secteur privé. D'où vient donc qu'on soit coincé avec une kakistocratie? Une kakistocratie, c'est un gouvernement des incompétents. Oui. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que pour vous, le Cameroun est dirigé par des incompétents, alors que les Camerounais eux-mêmes sont extrêmement compétents. Mais en tout cas, s'ils sont compétents, ils ne résident pas dans leur gestion. Oui. De toutes les façons. Peut-être qu'ils sont très compétents, mais quand on voit de la façon dont les choses partent, moi je suis avocat, je suis TV5, on met en cause le garde des Sceaux. Et personne ne dit rien. Oui. Alors, on va revenir un peu sur le déroulement de cette enquête à Kerimuna. Le 27 janvier, le secrétaire général de la présidence de la République a sorti un texte dans lequel il rappelait effectivement qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ont déjà été interpellées. Est-ce que cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République au sujet de l'affaire Martinez-Zogo est un espoir que la lumière sera faite? Parce que jusqu'à présent, les gens expriment une forme d'inquiétude quand même, qu'on ne puisse jamais savoir la vérité sur cette affaire. Vous voyez, quand vous gérez, vous devez être devant l'information. Oui. Vous ne devez pas expliquer, vous rattraper. Je ne suis pas communicant, mais je sais très bien que informer, c'est mieux que justifier. Oui. Alors, mais la pratique chez nous, c'est ce que
la rumeur avance, s'installe, et l'État vient par derrière pour expliquer. Dans l'ère où nous sommes, avec l'informatique et tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, là où nous sommes, on doit être à la pointe pour rassurer les Camerounais qu'on sait ce qui leur arrive et qu'on prévoit. Sinon, on est dans l'insécurité totale. Si on est réduit à gérer l'information qui est déjà dehors, mais c'est grave. Oui. C'est pas, on dit quoi, gouverner, c'est prévoir, c'est ça? Prévoir, oui. Oui, oui. Okay. Donc il y a une absence d'anticipation au niveau au moins de la communication publique autour de cette affaire. Mais ça c'est vrai, oui. C'est vrai. Comment justement on peut expliquer ça? Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on est obligé de s'abreuver un peu à la source de la rumeur ou alors des lanceurs d'alerte, certains totalement farfelus, d'autres un peu plus sérieux. Bref, c'est le cafouillage. Et d'autres pays. Voilà. Et il y a également beaucoup qui sont stipendiés par ailleurs. Alors, justement, comment on peut comprendre qu'il y ait une absence de parole publique claire et régulière autour de cette affaire? Pourquoi ce manque de transparence? Je pense que notre pays est dans une période assez critique. Oui. Où, pour la première fois, on voit surgir, n'est-ce pas, des clans qui sembleraient anticiper quelque chose. Et c'est une période très délicate qu'il fallait gérer avec beaucoup de dextérité et beaucoup d'attention, parce que ça peut embraser le pays dans ces guerres de clans. Et peut-être il y en a qui jubilent par ce qui se passe et ils attendent de voir, puis il y en a qui veulent que la vérité soit connue rapidement. Donc cette tension-là se traduit en attentisme. C'est ce que je pense. Qui a l'autorité de dire est-ce le rôle écoute, moi, j'ai vécu sous plusieurs régimes. Hein. J'ai eu un père qui a été dans le régime. Hein. Absolument. Je n'ai jamais connu un secrétaire général à la présidence aussi communicant que celui qu'on a maintenant. J'ai connu les Desbois, j'ai connu avant lui d'autres secrétaires généraux à la présidence. J'ai connu le président Biya lui-même. Oui. On ne sait même pas si on connaissait même sa voix avant qu'il devienne Premier ministre. Donc, c'est très curieux qu'on est dans un système avec un SGPR qui est en plein dedans, pour ainsi dire. Oui. Est-ce qu'il n'est pas en plein dedans un peu malgré lui? Parce qu'effectivement, tout le monde a trouvé curieux que ce soit le secrétaire général de la présidence de la République qui communique sur une affaire qui est en train d'être instruite, enfin, qui est encore au stade de l'enquête préliminaire au niveau de la police. La nature ayant horreur du vide, on n'a pas entendu le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, ni son homologue de la police. Personne ne s'exprime et peut-être le secrétaire général prend ses responsabilités. S'il a le pouvoir et le droit de s'exprimer au nom de l'État, il a donc le pouvoir et le droit de faire de sorte que ceux qui sont compétents à le faire le fassent. Oui. Donc, malgré lui, je n'en sais rien. Mais je pense que peut-être c'est le nouveau setup de notre pays, mais je pense que dans notre pays, le système anglo-saxon qu'on appelait Chief of Staff ou bien Permanent Secretary of the President's Office, on ne les entend pas, encore moins les écrits. Est-ce que cela traduit aussi peut-être l'absence du grand patron lui-même? Il est présent à travers lui, si on en croit aux écrits que nous disons. Oh, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est cette situation pas assez claire. Ouais. Pas assez claire. Je vous dirai mon avis et de façon crue. Allons-y. Si j'étais Premier ministre et on m'envoie un document qui dit que le président dit que d'informer le secrétaire général que je froisse ça, je mets dans la poubelle un point trait. Qu'il me le dise lui-même, si c'est le gouvernement ou non. Oui. Donc il y a pour vous ce que François Sengakou appelait un grignotage de position entre le secrétaire général qui grignote les positions du Premier ministre, c'est bien ça? Non, mais le Premier ministre que je connais très bien, pour avoir été à l'école avec lui, au lycée avec lui, est quelqu'un de très intelligent,
très patient, très tolérant, mais très profond. Très, très profond. Et d'aucuns se trompent sur son compte. Beaucoup se trompent d'ailleurs. C'est un monsieur très réfléchi, qui reste dans les barrières que lui donne la loi. Oui. Mais il est presque inexistant là. Hein. Comme j'avais dit encore, hein, le fait que votre station ne capte pas ne veut pas dire que, la station n'émet pas. Oui. Le Premier ministre, normalement, a des séances de travail tous les vendredis avec le chef de l'État. Bon, est-ce que c'est tous les vendredis? Je n'en sais rien, mais dans un calendrier, c'est plus ou moins cela. Oui. Donc, je pense que il y a bien des choses qu'il doit faire. D'habitude, ce sont eux qui... il y en a qui ont envie de montrer leurs prérogatives, donc oui. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de l'afficher sur le front. Donc, voilà ce que je pense. Oui. Alors, revenons encore sur cette affaire Martinez-Zogo. Officiellement, plusieurs personnes ont été interpellées et sont en ce moment auditionnées dans une enquête conjointe gendarmerie-police. Les noms n'ont pas été cités, mais on est au moins sûr que le patron de la Direction générale des renseignements extérieurs au Cameroun a été interpellé. Il est en garde à vue depuis bientôt 5 jours déjà. C'est du sérieux, ça. C'est du sérieux. Ça, je peux accepter. Mais ce qui m'offusque, oui. Ce qui me taraude, ce que je trouve dangereux, c'est que TV5, qui est quand même une télévision quasi étatique, oui. met en cause un ministre d'État de la justice oui. de notre pays. Et il n'y a pas une réaction. C'est disloquant et c'est effrayant pour l'international et pour le national. Voyez-vous? Donc, la commission d'enquête que le président a ordonnée, si j'avais mon mot à dire, puisqu'il s'agit apparemment d'une guerre de clans, j'aurais mis ça sur la présidence d'un magistrat retraité, ou même d'un avocat, ou bien d'un professeur de droit. Oui. Quelqu'un qui n'est pas dans cette histoire-là, qui le préside. Pour garantir une certaine indépendance. Justement, que cette guerre de clans ne se traduit pas en tripotage du rapport. Oui, oui. Quelqu'un comme le magistrat qui était à Kosovo, à Siri Ngouté, Léonard, aurait été quelqu'un de très parfait pour faire ça. Le magistrat Assira. Assira, oui, Ngouté. Voilà. Lui, moi, quelqu'un qui a été au Kosovo, qui a été dans le système des Nations Unies, qui a été dans notre Cour suprême, absolument. Qui a été SG, dont il connaît tous ces rouages, qui a été dans nos instances, il connaît ce qui se passe, donc il connaît quoi protéger et comment mener les débats, pour éviter à ce que, n'est-ce pas... On ait le sentiment qu'il y en a un clan qui risque de prendre le dessus sur l'autre, en se servant de cette enquête pour abattre l'autre clan. Donc, oui. Et je continue à le dire que peut-être il faudrait absolument quelqu'un qui préside, qui ne soit pas de ces clans-là. Est-ce que vous diriez que l'affaire Martinez-Zogo est venue révéler un peu la fragilité de la justice en tant qu'institution au Cameroun? On ne la voit pas, hein? On la voit pas. La justice... Ou alors on est encore à un niveau basique de la procédure, on ne peut pas encore voir la justice. Là, je parle à l'avocat. Mais la justice au Cameroun n'est pas... On lui apporte les affaires. Elle ne part pas les chercher. Même dans les cas où il devrait y aller. Glencore, moi, je pense que... Mais on va en parler tout à l'heure. Oui. Bon, donc, c'est ce qui fait cela. Mais est-ce que ça laisse apparaître, maintenant plus que jamais, qu'il y a des îlots de pouvoir, d'autres qui se prévoient des relations, d'autres qui se prévoient de pouvoir apparent, donc, et d'autres qui se prévalent de pouvoir moins apparent. Et ça fait des tensions et personne ne bouge. Moi, j'ai fait l'expérience moi-même. Vous partez quelque part, parce que la Kérémouna, le gars ne sait pas s'il faut qu'il donne le document ou il ne donne pas. Il dit, attendez, monsieur le bâtonnier, il tourne, il ne sait pas ce qu'il faut faire, revenez demain. Bon, c'est cela, c'est attendre. Même quand
Cette personne a la faculté de le faire. Et c'est comme ça ici. Je suis sûr que vous-même, les journalistes, vous avez ça. Absolument. Même quand vous avez droit à avoir une information, le gars va tourner 5 fois parce qu'il ne sait pas quelles sont les conséquences. Est-ce que... C'est ça, et ça qui nous pousse vers un état de non-droit. Et pour ça, je dois dire, j'étais à Boya il y a une semaine. On n'est pas à Boya. J'ai vu sur une vidéo. Oui. J'ai vu des personnes sur un pick-up avec des haut-parleurs venant de l'antenne de la Commission des droits de l'homme qui est à Boya. Ils disaient aux citoyens, si on vous demande votre téléphone, ne donnez pas. Si on vous prend sans mandat, ne partez pas. Si vous avez un problème, appelez ce numéro vert. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les citoyens sont en train de s'approprier leurs propres droits. Justement, mais sous la poussée de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Ça, il faut le féliciter. Parce que la seule force qui reste dans ce pays, c'est le peuple. Que nul ne peut détourner. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce peuple-là, on le dit un peu apathique en ce moment. Vous savez, apathique, oui, mais pour avoir été zombifié. N'oubliez pas qu'on a eu... Parce que les gens oublient le jeu des générations dans la politique. Si on repart au Parlement de l'université, oui, qui avait vraiment causé des secousses dans ce pays. Et si vous comptez les années, vous allez voir que ça fait facilement 35-40 ans. oui. Demandez-vous donc si quelqu'un avait 10-15 ans, on est déjà à presque 45-50 ans. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ont trouvé un système en place et qui n'osent pas bouger les lignes. Ce sont les plus jeunes qui bougent parce qu'ils regardent dans la télé, Mali, Burkina, Nigeria, ils sont dans la rue pour le réclamer. C'est ça leur inspiration. Mais une inspiration qui vient de l'intérieur, qui leur demande, c'est difficile à voir. Parce que nous-mêmes, et moi avec, nous ne sommes pas des exemples. Le texte que je vous ai dit là, par exemple, oui. Il y a une partie qui demande aux parlementaires d'avoir un code d'éthique. Ah oui, je ne sais pas s'il y en a. C'est bien beau de dire que c'est corrompu et tout, mais ayez quand même un code d'éthique. Et moi aussi, j'ai mis un peu de journalistes en cause. Oui. Quand je m'étais lancé en 2018, j'ai déclaré mes biens. Absolument. J'ai sorti mes impôts, j'ai sorti mon bilan de santé, j'ai tout fait. Parce que j'avais ça à peu près sur les sites de Transparency International. Oui. Personne ne l'a relevé. Vous êtes le seul d'ailleurs, oui. Je suis le seul. Personne n'a exigé ça des autres. Donc je pense que des fois nous-mêmes, dans des endroits où nous pouvons montrer l'exemple. J'avais dit à un membre de l'opposition en otage, mais il y a l'article 66, certes. Qu'est-ce qui vous empêche, vous de l'opposition, au début de votre mandat, de faire toutes vos déclarations, vous publiez, vous déposez? Alors, ils vous retorqueront que la loi n'a pas encore organisé les conditions ou alors les procédures de déclaration des biens. Oui. Vous voyez, cette déclaration-là, c'est pour prévenir les conflits d'intérêts. Pour le faire, il ne faut pas un texte. On le fait parce qu'on pense que c'est ce qui doit être fait. Donc, pas besoin d'attendre. Pas besoin. Prêchez un peu par l'exemple. Exactement. Au commencement de l'assassinat de Martinez Zogoé, vous l'avez dit tout à l'heure, il enquêtait et il avait commencé à faire une série de révélations sur des actes de détournement de fonds publics et de corruption. Il a montré comment des pontes du pouvoir se sont partagé plusieurs centaines de milliards de francs CFA. La coterie a bouffé plusieurs milliards de francs CFA. Le président de la République lui-même a demandé une enquête, un audit des lignes 94, 57, 65 et depuis, plus rien. Est-ce que vous diriez que si on avait fait la lumière sur cette affaire, Martinez peut-être serait encore en vie? C'est difficile puisqu'il n'est plus en vie, c'est difficile de faire des genres de suppositions parce qu'on ne connaît pas les intérêts en face. Mais je pense que, à mon avis, les enquêtes au Cameroun, on en a marre.
ainsi que les séminaires. Ces trucs de réflexion-là, ça n'a jamais rien donné. Que ce soit Nios, que ce soit prenez n'importe quel, que ce soit Ezeka, que ce soit sur le Covid, on a toujours une enquête qui est lancée. Est-ce que c'est fait pour endormir les uns et les autres? Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. Donc je pense qu'à un moment donné, n'est-ce pas, il faudrait qu'il y ait une action qui suit. Je n'aime pas comparer les chefs parce que chacun a son style. Absolument. Mais j'étais dans un entretien avec le président pour Rwanda. Il me dit, Monsieur Mouna, au Rwanda, je ne peux pas vous dire qu'on va éradiquer la corruption. Mais je peux vous garantir zéro tolérance. Si on vous prend, on vous prend. Donc tolérance zéro. Tolérance zéro. Et les gens sont démis là-bas, comme ça. Rumeur, on va enquêter après. Oui. Mais il sait très bien que quand vous êtes suspecté dans une histoire, vous êtes affaibli. Oui. Même pour représenter l'État, même quand vous sortez, vos interlocuteurs internationaux rient dans la barbe. Vous êtes souillé. Ah ben bien sûr. Vous êtes souillé. Ouais. Oui. Donc, c'est ce qui... Oui. Alors, les affaires de corruption au Cameroun ces dernières années, on en a énormément. On a l'affaire Covid-Gate, il y a ces affaires de ligne 94, il y a le scandale du complexe sportif d'Olembe, vous avez certainement entendu parler de cette affaire, et Glencore, tiens. Glencore, et même le stade de Garoua. De Garoua. Alors, Glencore, tiens, Glencore, c'est pratiquement votre dossier, et là encore, vous avez énormément... je suis sur le dossier Glencore depuis 2018. Alors, parlez-nous du dossier Glencore. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre de quoi il est vraiment question. On sait tout simplement que Glencore, c'est un géant anglo-suisse de l'Ouest. De quoi s'agit-il et quel est le lien avec le Cameroun? C'est une simple affaire de pot de vin. Ce n'est pas compliqué. Oui. Je tombe sur ce dossier en 2018. Oui. Dans un journal anglais, où Glencore refusait de remettre certains documents. Et j'ai lu que Glencore était suspecté d'avoir versé de pots de vin à plusieurs pays africains. Je me suis dit, tiens, le Cameroun, Glencore est ici. Dans où on parle, il a son siège à Douala. Il a, je crois, des blocs qu'il exploite. Je me suis dit, ça c'est intéressant. J'ai commencé à suivre ça. Je n'en ai pas parlé parce que, bon, on a dit des États africains. J'ai donc commencé à suivre, petit à petit. Et puis, les Américains, les Anglais, ont réussi à retourner l'ancien employé de Glencore. De Glencore, oui. Qui a donc tout dévoilé. Voilà donc. Glencore, pris au piège, a donc changé tout son personnel, dirigeant, toute l'équipe dirigeante, n'est-ce pas? Et maintenant, je dis être un nouveau Glencore. Ça, j'ai mes doutes là-dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Cameroun, entre 2011 et 2018, des pots de vin ont été versés de la façon la plus banale, en espèces ou en chèques. Dites-vous bien. À qui? C'est ça la question. Mais en tout cas, déclaré devant les juridictions américaines et anglaises aux fonctionnaires camerounais. C'est-à-dire que les patrons de Glencore sont passés aux aveux. Ils ont dit, nous avons donné de l'argent aux fonctionnaires camerounais et ils vont plus loin. Et ceux de la SNH et de Sonara. Donc ils ont cité deux institutions, SNH... Mieux encore, ah bon. Ils ont dit, notre agent au Nigeria a loué un jet privé pour venir remettre des espèces aux gens de ces sociétés-là au Cameroun. Est-ce qu'on a une idée de combien à peu près
ont été reversés à quelques happy fews. Mais happy fews, j'aime ça. Je ne sais pas s'ils sont happy fews maintenant, mais en tout cas, je pense que je pense qu'on est environ dans les 16 milliards. Je vais me tromper sur les chiffres. 16 milliards de francs CFA. Ouais. Mais en tout cas, il y avait un comptoir en Suisse où les gars prenaient des espèces. Donc, je ne sais pas qui a la faculté, n'est-ce pas, de traîner du cash à l'espèce de la Suisse, traversant tout ce qu'on traverse pour venir ici. Mais en tout cas... Ça veut dire que c'est des grands quand même. C'est quand même des grands, des costauds, oui, pour ainsi dire. Et dites-vous bien, si vous prenez des espèces, vous louez un avion au Nigeria, vous atterrissez au Cameroun, il vous faut une autorisation pour atterrir. Oui. Vous sortez des ballettes d'argent, il y a une douane. Et vous transportez au destinataire. Comment ça s'est passé? Qui sont les gens? Et depuis, je me bats. Je pensais que j'étais proche d'avoir quelques noms. Oui. Mais si ficelé, j'entendrais que Glencore aurait été menacé de ne rien dire. Si c'est osé parler, bon, ils verront. Alors, et même devant la justice américaine, ils n'ont rien dit? Ils n'ont pas. Ils ont seulement signé que, à la demande d'une enquête des pays concernés, ils acceptent de coopérer. Donc, il suffit simplement que l'État du Cameroun demande à Glencore à qui vous avez payé pour que Glencore balance. Où you pay. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Si vous partez à Glencore, dites-lui qui vous avez payé. Je travaille dans ce sens à la RDC. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes choqué, à Keremouna, que cela, jusqu'à présent, n'ait pas fait l'objet d'au moins une enquête par la justice camerounaise jusqu'à présent? Choqué au début, mais maintenant, vous savez, on peut demander aux poissons de se briser. Eh bien, écoutez, le fait que ça ne démarre pas prouve que ceux qui sont concernés contrôlent ce processus. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, n'importe qui va sauter sur l'occasion. Le texte est là, les gars ont signé et dit, si on nous demande, nous disons. Mais personne ne leur demande. J'ai dénoncé, j'ai écrit à la CONAC une première lettre, une seconde, ils n'ont rien dit, mais ils me répondent finalement, je crois après 3 mois, ils disent qu'ils me remercient et me félicitent pour l'esprit de coopération et tout. Mais jusqu'à ce jour, personne, je dis bien, personne ne m'a demandé, mais de quoi parlez-vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme document? Comment pouvez-vous nous aider? Alors, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, votre métier c'est avocat et vous travaillez énormément à l'international. Est-ce qu'il y a un moyen, à défaut d'obtenir la coopération des autorités camerounaises qui visiblement sont trempées dans cette histoire, est-ce qu'à l'international, il est au moins possible de faire pression sur le Cameroun pour que ceux qui ont bouffé l'argent de Glencore soient enfin dénoncés publiquement? Mais ça, c'est une question, je pense, très actuelle. Oui. C'est bien que vous la posez. Parce qu'il y a maintenant un mouvement pour la création d'une cour internationale pour les crimes économiques. Oui. Cette instance-là, et ça ne va pas mettre du temps, hein, cette instance-là, lui, pourra, n'est-ce pas, débusquer ces personnes qui pensent se cacher. Donc, à défaut d'être... Ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain, mais ils ne vont pas se cacher longtemps. Oui. Ils ne vont pas se cacher parce que c'est impossible. Et puis aussi pour notre pays quand même, cher ami, que on raconte dans la presse, comme en Amérique latine, chez les vendeurs de drogue, qu'on vienne avec des espèces pour payer des gens, pour avoir des marchés. C'est quand même gros. Hein? C'est quand même gros. C'est quand même gros. Moi, je suis maintenant en train de chercher à voir les dates où les avions sont arrivés. Si j'ai ça, je vais commencer à voir qui a obtenu l'autorisation. Et si j'ai ça, on va petit à petit, je crois qu'on va recouper. On va trouver quelqu'un qui était là, qui a su, parce que c'est quand même beaucoup d'étapes, beaucoup d'intervenants pour que ça puisse rester caché. Alors, vous avez, dans votre discours de fin d'année, pointé une certaine impunité qui règne en maître au Cameroun. Et je vous ai senti presque en larmes, maître Keremouna, lorsque vous dites, je vous cite, «
Cela m'amène à parler de l'impunité. Au cours des 3 dernières années, toutes sortes d'accusations de corruption ont été lancées par des journalistes d'investigation crédibles, la CONAC, la Cour des comptes, les inspecteurs d'État et les déclencheurs d'alerte de la société civile. L'absence de toute action concrète trahit le fait que la lutte contre la corruption n'est pas une priorité dans notre société. Pas du tout. Par notre démarche, je vais vous parler de quelques anecdotes rapidement. Je vous en prie. Prime Potomac. Oui. Garoua. Je vois le nom du promoteur. Je me rappelle qu'en 2014, il y avait eu un scandale concernant l'ancien directeur du cabinet civil, aujourd'hui décédé, et sa bonne. Il y avait une bonne avec aux États-Unis, à New York. Qui avait été jeté dans la rue. Il y avait tout ça. Oui. Et quelqu'un avait intervenu quasiment comme son avocat pour défendre et exposer le côté, n'est-ce pas, de cette personnalité. Il avait ce nom. Et quand je vois Prime Potomac, société américaine, mais c'est ce même nom qui apparaît comme promoteur. Je dis, c'est bizarre ça. Alors j'appelle un confrère aux États-Unis, je dis, vérifie-moi cette société. L'adresse qui était là de la société était une boîte postale, il n'y avait pas de bureau. 2, impôts jamais payés. Les photos sur le site étaient des photos stock pictures qu'on peut prendre. Oui. Donc ça c'est une due diligence primaire. Alors, comment est-ce que ces gens parviennent-ils à voir? Et le résultat est là. Le résultat est là. Oui. Et puis, cette opacité, au Lembe. Vous avez vu tous, Standard Chartered Bank, Oui. au bureau de... Et puis, plus rien. Mais on ne vous a pas dit que Standard Chartered Bank a regardé le dossier, après a tenu le nez, il dit que non, vraiment, moi je passe. On ne veut pas être mêlé à ça. Justement. Mais on ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas dit ça. Les gens pensent que Standard Chartered Bank a vu, avec des standards, il dit que ça, vraiment, ça ne marche pas. Et puis par la suite, on a eu donc, c'était les Italiens, ici à Puccini. Anecdote encore bizarre. J'ai un ami qui roulait dans la circulation, les Italiens l'ont stoppé, que nous avons des groupes électrogènes à vente. Il dit, bon, ok, je vais acheter. Et puis, il prend, il dit, donnez-moi le reçu pour l'achat. Oui. Les gars, ils sont venus, et quand ils sont allés dans la circulation, les gars sont débinés. Ils ont fui. Une anecdote, McGill. Occupé des locaux à Douala. Et c'était mon client, il y a des problèmes et tout. Ils font une lettre assez barbare pour les réclamations. Oui. Et j'essaie donc de joindre leur conseil juridique nommé sur leur lettre au Canada. J'appelle le numéro, on ne connaît pas cette personne là-bas. C'est-à-dire que je dis que c'est seulement à gratter la surface. Mon bureau à Yaoundé est à côté du ministère du Marché. Ils ont un programme installé, formé par des croyants sur les marchés électroniques. Pourquoi au Cameroun nous n'avons pas ça? Je sais que le ministre actuel est en train de se battre pour remettre ça, parce qu'il veut que ça se passe. Mais on a tout financé, tout prêt. Même pour l'environnement, c'est bien, on évite les papiers et tout ça. Pourquoi on n'a pas? Quand on a commencé, quand Jack Ma est venu avec des trucs, j'ai tweeté. Et j'ai dit que pour la transparence, c'est maintenant. Il faudrait qu'il y ait un site public où on écrit tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on achète, tous ceux qui gagnent le marché. Et quand on envoie des colis dans les provinces, qu'on dise. Comme ça, si on envoie 2 cartons chez moi en Bengui, on dit Bengui 2 cartons. Oui. Comme ça, le gars de Moïse, c'est 2 cartons. Oui. Qu'on n'écrive pas ici 5 cartons et là-bas
Il y avait un problème, je crois, avec quel groupe de banquiers ou je ne sais pas quoi, où on s'est trompé sur les chiffres. Oui. Ils ont dit que non, ce n'est pas ce qu'on a donné, en donner plus. Bon, donc c'est des simples démarches. Donc le fait qu'on freine toujours, il y a le rapport de la Chambre des comptes sur le Covid, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, tout ce qu'on a dit, mais alors, puis après. Donc c'est ce qui me mène à conclure que il n'y a plus cette volonté. Oui, donc pour vous, c'est clair, il n'y a aucune volonté réelle de lutte contre la corruption au Cameroun. S'il y en a, ce n'est pas manifesté. Oui. Alors, la lutte contre la corruption, évidemment, c'est votre truc. Permettez-moi cette indélicatesse langagière. En 2000, vous fondez Transparency International Cameroun et c'est durant cette période-là que le Cameroun devient 2 fois successivement champion du monde de la corruption. Alors, vous avez dû avoir chaud à cette époque-là. Écoute, ça c'est très intéressant, mais sauf que c'est après les 2 fois champion que je m'intéresse à Transparency. J'étais dans ce qu'ils appelaient à l'époque le comité ad hoc de lutte contre la corruption. Oui. Le président était le premier ministre Moussongé, et j'avais demandé à quelqu'un pourquoi vous appelez ça comité ad hoc. Il dit, oh, la corruption, ça va passer, on va faire une loi. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Oui. Donc, je dois dire que travailler avec le premier ministre Moussongé était extrêmement un plaisir. Il a eu une vraie volonté. D'ailleurs, notre récépissé était bloqué à la préfecture. Oui. Ce qu'il a appelé, lui qui a appelé, exigé, pour que Transparency International soit créé. Oui, justement, pour qu'on nous remette cette récépissé. Oui. On avait une conférence à Hilton pour lire la liste. Bien qu'on ait payé et tout, on a fermé les portes. J'ai appelé le premier ministre, bon, écoutez, c'est à vous de voir. Je vais lire ça sur les escaliers de mon bureau. Ça va toujours sortir. Et je dirais que bon, on a loué une salle et on a fermé. Oui. Donc, c'est ça la volonté manifeste. J'ai fait venir Peter Eigen ici. Oui. Et j'ai lancé la campagne sur l'article 66. C'est moi qui sors ça de la Constitution. C'est moi qui fais pas. Il y avait 70 députés qui sont venus pour apprendre ce que c'était. Donc, c'est ça la volonté manifeste. On en a beaucoup parlé. Et comme je vous mets au défi, oui. La seule personne qui parle de la corruption, c'est le président. C'est de trouver les personnes qui en parlent. Oui. Et je pense que le plus grand problème qu'on doit voir dans notre pays, c'est qu'en fin de compte, ceux qui prennent les décisions dans notre pays ne sont détenteurs d'aucun mandat. Oui. Aucun. Alors, il en parle, mais après, on peut dire cause toujours, la preuve. Bah, au moins, s'il en parle. Celui qui a le mandat, les gens là qui font tout et n'importe quoi, justement, qui les a votés. Justement. Et il est maintient en fonction quand bien même il y a des indices graves et concordants sur des faits de corruption. D'où donc ce tweet que vous avez lu. Oui. Ouais. Oui. Ce n'est pas une priorité, il y a des gens qui bloquent. Oui. Alors revenons à l'époque où le Cameroun est sorti 2 fois champion du monde de la corruption. À l'époque, je me souviens, on vous accusait de détester votre pays. Ah oui, c'est vrai. Mais écoute, j'avais des gens postés devant mon bureau pour effrayer. J'ai des clients que j'ai perdus parce qu'on leur a dit que... Vous avez sali le pays. Oui, on est des opposants. Notre pays, à cause de la nature bilingue de notre cabinet, on tournait à 80% sur les conseils juridiques donnés par les sociétés, qu'on donnait aux sociétés étrangères. On est tombé à 10-15%. C'était dur pour nous à l'époque. C'était des mesures de représailles Je ne peux que comprendre que cela, puisque les gars disent, écoute, on nous a recommandé, on vous aime bien, mais écoute, on n'est pas venu faire la politique dans votre pays. Si nos interlocuteurs nous disent, pas avec cela, on ne peut pas le faire. Donc il y a des sociétés, de grandes sociétés qui nous ont dit, écoute, on était venu pour travailler avec vous, on est recommandé même par nos chancelleries, mais on nous a dit, ça ne se fera pas avec vous. Donc c'est représailles. Donc c'est vrai, de 2 côtés, parce que je me rappelle, quand je me suis présenté au poste de vice-président de Transparency sur le plan international, il y a un candidat qui a dit, mais comment est-ce qu'on peut voter quelqu'un qui vient d'un pays où, n'est-ce pas, la corruption, c'est Peter Eigen d'ailleurs qui s'est levé pour dire que bon, je pense que c'est M. Mounaké candidat, c'est pas le Cameroun, donc s'il vous plaît, changeons de débat. Bon, voilà, c'est intéressant, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que c'est même maintenant, vous voyez, bon,
je vais au Mali le 19, comme invité d'honneur pour faire un discours sur les flux financiers illicites. Même au Congo, je tiens des séminaires sur la tempête et la corruption. Les gars me regardent. Et toujours une personne m'a demandé, mais monsieur le bâtonnier, ça se passe comment dans votre pays? Ça se passe comment? Le Covid, on a entendu parler. Les impôts, tout, on les accuse de tout. Ça se passe comment dans votre pays? Mais écoute, ça vous fait un peu honte des fois. Ça me désole. Parce qu'en face de ça, dans l'autre pays, je vous ai dit tantôt, vous avez 7 Camerounais talentueux qui sont à la tête des organismes de Nations Unies, plus de FAO, le Chief of Staff de MONUSCO, directeur des affaires politiques de MONUSCO. Il y en a plein des talentueux. Vice-président maintenant de la Banque mondiale. Vous allez regarder un peu partout. Hein? Oui. Donc, quand vous avez ça, les gars comme les Célestin Monga et autres, quand vous avez ça, prenez un exemple. On parle de Nachtigal. Oui. Ça va démarrer, ça va démarrer. Mais personne ne vous dit que c'est un partenaire public-privé, je pense. Oui. Et non seulement ça. Non seulement ça. Ce qui rend cette Nachtigal rentable, c'est le transport et la commercialisation du courant. C'est parce qu'ils ont commencé. Mais à la date d'aujourd'hui, rien n'est mis en place pour le transport. Donc on va tomber très rapidement, on va finir ce barrage-là, mais on ne sait pas comment transporter. Et l'État devra payer à son partenaire tous les mois le manque à gagner parce qu'il n'y a pas de machin. Alors, je finis sur Nachtigal. Oui. Mais qui est à la tête de ce truc de transport-là? Un préfet retraité pour une société qui vient de commencer dans un secteur technique précis. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il n'y a pas des Camerounais capables qui connaissent ce que c'est le transport? Le vice-président de la Banque mondiale était ici, il a dit. Hein? Donc vraiment, c'est... Alors, sur cette histoire de corruption, Maître Akeremouna, vous avez évoqué tout à l'heure l'article 66 sur la déclaration des biens qui n'est malheureusement pas appliqué depuis son entrée dans la Constitution du 18 janvier 1996. Il y a des institutions de lutte contre la corruption comme la CONAC, il y a la justice elle-même, il y a le contrôle supérieur de l'État, mais tout cela ne semble pas marcher. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Quelle est votre formule pour enfin lutter efficacement contre la corruption? Ou alors nous sommes condamnés? C'est l'indépendance. Je ne refuse pas au chef de l'État le droit de nommer, mais qu'il n'ait pas le droit de démettre. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il peut nommer les gardes de la CONAC en s'assurant vraiment de l'indépendance, oui, mais il ne peut pas les démettre. C'est-à-dire qu'il soit inamovible, c'est ça? Non, pas inamovible, c'est autre chose. Oui. Il n'a pas de pouvoir de le démettre. Il faudrait qu'il y ait une autre procédure, soit parlementaire, soit judiciaire, qui permet de les démettre. Où on va donc sortir la cause de cela. L'avantage serait que... Oui. L'avantage est que les gens vont gagner en indépendance. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des pays africains, quand le président sortant n'aura plus le droit de nommer des gens, c'est là qu'il y a changement de régime. Parce que les gars des trucs et d'autres, ils disent que bon, ben, en tout cas, on va travailler correctement. Celui qui viendra saura qu'on a travaillé. Ça va être la même chose à Sierra Leone, c'est ce qui a été à RDC. Vous voyez? Donc, cette indépendance-là, en ce qui concerne les rémunérations, qui concerne le fait qu'on peut les nommer et sans les démettre. Et je pense qu'il est temps. Parce que oui, je suis avocat depuis 43, 45, 44 ans. Et je connais des magistrats super, consciencieux, qui connaissent leur travail. Il y en a qui sont partis, certes. Qu'on laisse la partie judiciaire de notre magistrature gérée par les magistrats. Ils se connaissent. Dites-vous bien que le président de la Cour suprême ne siège pas au Conseil de la magistrature. Il ne siège pas. Mais ils peuvent désigner des gens qui y vont. Donc, des choses comme ça qui montrent. Je vois des nominations de niveau un peu ridicules sur le président qui signe. Oui.
Et parce que les gens qui font les tests disent que la présidence, est-ce que c'est le président? Ouais. Alors, on va bientôt prendre une pause. Alors, faisons une petite comparaison. Le Rwanda aujourd'hui est cité en exemple, au moins pour ces questions de rigueur dans la gestion des affaires publiques. Est-ce qu'au Rwanda, ils ont autant d'institutions? Comment ça se passe? Vous avez une assez Ils ont grande des institutions, expérience de ce mais qui se passe dans avec les une autres différence. pays. Premièrement, Oui. les règles sont connues. Deuxièmement, c'est à base de compétences. Quand ils n'en ont pas localement, ils prennent ailleurs. Un Camerounais qui est un camarade, un frère, M. Diko Moukete, il est dans leur banque centrale. Il a été à la BAD. Dans la banque centrale de Rwanda. Un Camerounais. Un Camerounais. Oui. Il est aussi conseiller, je pense, spécial du ministre des Finances. Il est avocat et financier. Il y a cet Ivoirien qui était à Union Banque Suisse, qui a été aussi désigné au Rwanda. Il y a ces talents que le président va chercher où ils sont. J'ai fait 1 an comme conseiller du président du Togo pour essayer de dire certaines choses qu'on pouvait faire. Donc, c'est cette recherche de compétences. Mais conseiller votre pays pour la corruption, là, on fait comment? Ouais, je fais ce que je peux. J'ai fait des notes, j'ai expliqué. Je vous ai dit ce que je veux pour le Covid. Oui. Je vous ai dit ce qui concerne Glencore. Depuis que je suis dans la gouvernance, je n'ai jamais été... EITI sur la transparence. Oui. Ce truc. Pour ça, il faut féliciter Abba Abba. Parce que c'est lui, moi et... L'initiative de transparence pour les industries extractives. Oui. Ça a été... Le Cameroun a souscrit à Londres. Oui. J'ai convaincu le ministre Abba Abba. Il a appelé le ministre d'État Tarnabé Bara. J'ai dit, adhérez. Si vous adhérez, je vous mets une prime dessus. Je vais demander à TI de vous féliciter. C'est quelque chose que TI fait rarement. Ils ont fait un communiqué. J'ai dit, vous voyez, on va vous féliciter. Et on a adhéré. Le discours, on a fait, moi, M. Tchofo Jean, je crois qu'il doit être secrétaire général. Il est secrétaire général du ministère des Finances. Ben voilà. Oui. Et il est parti des finances. Je pense qu'il doit être ailleurs maintenant. Ah d'accord. Bon. Ouais. Et Mebada, on l'a fait dans un hôtel à Londres. Et j'ai insisté sur les Anglais pour qu'ils donnent une plage de parole qui n'était pas prévue à notre ministre. C'est ce qu'on a fait. J'apprendrai par la suite qu'il y a des gens qui ont été décorés pour EITI. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour vous dire que on bouge quand il faut le faire. On bouge quand il faut le faire. Mais là où nous sommes là, je pense qu'on est carrément en marche arrière. On est en marche arrière. Ouais. Je vous propose, Maître Akerebona, de prendre une petite pause et nous revenons dans quelques secondes pour aborder la deuxième partie de cette émission et nous parlerons d'un sujet qui forcément va vous intéresser. Il s'agit de l'après-BIA, alors que le président de la République va fêter le 13 février prochain ses 90 ans, dont un peu plus de 40 passés au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité, le bâtonnier Akerebona, qui nous fait l'honneur et l'amitié, bien sûr, de participer à cette édition d'Autant le dire. Alors, Maître Mouna, la question de l'après-BIA se pose de plus en plus dans notre société. Le capitaine aura 90 ans le 13 février prochain et il a entamé sa 41e année de pouvoir. Alors, quels sont les scénarios de l'après-BIA que vous voyez? Pourquoi vous dites après-BIA? Il y aura bien un après. Ah oui, justement. L'après en perspective ou l'après immédiat, bon, on verra bien. Non, je pense que on voit déjà cette guerre des clans-là, de ceux qui cherchent à démontrer leur force ou bien et assumer, n'est-ce pas, cette position. On le voit déjà. Donc, ce qui est normal. On voit l'opposition commencer à comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Donc, ça du côté de l'opposition. Et ce qu'on voit, cette fois-ci, qu'on n'a pas vraiment vu depuis longtemps, c'est la quasi-certitude du fait qu'on est en train d'aller vers
une transition politique. Et, une transition politique, dites-vous. Oui, une transition politique. Parce que, quel que soit le cas, combien d'années après l'indépendance, on est toujours dans le même système. À Ijo, on peut arranger, bricoler à gauche et à droite, avec une démocratie à trompe-l'œil, et avec une politique qui a été très, très fonctionnalisée. On n'a jamais eu ça. Je suis au Congo, ceux qui parlent de ce qui va se passer, c'est les politiques. Au Cameroun, c'est des fonctionnaires. Ils sont partout. Ils sont dans le gouvernement, ils sont au Parlement, ils sont partout. Dans les trucs parapublics, ils y sont. Et c'est le premier glissement que je trouve dangereux. C'est le glissement que je trouve un peu dangereux dans cette transition, c'est que je ne connais pas connu. J'ai connu un père qui était vice-président de la République, premier ministre et autres, et il ne voulait jamais que mon feu frère Bernard ou moi-même nous consultions dans les affaires de l'État quand lui il était aux affaires. Parce que lui, il voyait dedans au conflit d'intérêts. Et c'est même à l'air de temps, hein. Vous voyez le président Biya. Est-ce que ses enfants sont allés à l'ENAM? Non. Enfin oui, c'est... mais presque allés, oui. N'est-ce pas? Parce qu'à Paris, ils n'y sont plus. Bon, mais c'est cette trame-là. Kecha, Tchungi, Assalé, Vroumsia, Aïssi Vodo, Tandeng Mouna, appelez tout cela. Est-ce que vous avez entendu leur affaire était à ENAM? C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Je suis en train de dire qu'on est dans un système où le conflit d'intérêts ne fait plus peur. C'est même un avantage. C'est rare maintenant de trouver un inspecteur d'impôt qui a un enfant qui est parti à l'ENAM. Ou un ministre qui n'a pas un enfant qui est devenu préfet. Moi, je trouve ça assez surprenant. Et c'est passé même dans la norme. Il y en a qui se font concurrence. Il y a un ENAM, un Eric, un Ocus. Voilà. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes politiques de cette époque dont vous parlez et ceux d'aujourd'hui. Il disait qu'à l'époque, on avait des hommes d'État et aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui ont de hautes fonctions et qui accèdent à des grandes fonctions et qui n'ont aucune éthique de la chose. Si vous lisez le livre du ministre d'État Marafa, c'est ce que le président lui aurait dit. Oui. Il n'y en a pas. Cette maison où on est aujourd'hui, où on tourne cette émission, c'est une maison qui appartient à mon père, mais avant qu'il ne le construise, il fallait qu'il envoie les plans à la présidence, qu'il dise comment il l'a acheté, qu'il dise comment il va faire pour construire, il a pris un crédit à la BCD, comment il allait rembourser. Mais si vous comptez les 30-40 maisons que les gens ont en 2-3 ans, je ne sais pas quel dossier ça va faire pour déclarer cela. Donc je pense que si vous mettez tous ensemble, les enjeux sont très importants. Si vous avez quelqu'un qui est dans le système, qui est conscient de ce qu'il a fait, quelle est sa démarche maintenant? Rechercher une couverture? Oui, à protection. À protection, première chose. Donc, ça commence à biaiser, n'est-ce pas? Donc, et ça va aller comme ça. Et puis maintenant, les camps se divisent. Entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas, vous avez aussi tout un camp parce que vous avez un grand nombre de prisonniers politiques en prison. Oui. Je ne connais pas ce qu'ils pensent. Quand vous dites 30 ans ou un autre 20 ans, le gars dit en tout cas, je sais que quand Biya partira, je vais sortir. Alors, dans un état d'esprit, donc ça veut dire qu'on a tous les ingrédients pour avoir une fin de règne fracassant. C'est mon avis. Une fin de règne fracassante. Oui, fracassante, tu vois. Ouais. Soit par implosion, soit par révolution. Alors, personne de nous ne le souhaite, mais comment fait-on pour conjurer effectivement une telle fin de règne? Est-ce que c'est inévitable? C'est les citoyens. C'est les citoyens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent maintenant savoir qu'il faut qu'ils s'inscrivent massivement. Il faut que les intellectuels, les avocats, tous ces gars-là, dans la société civile, les journalistes, qu'ils aillent chez eux, dire aux gens maintenant, parce qu'on est fatigué d'être sur le menu. Il faut s'asseoir à table. Mboua Massok disait qu'on ne change pas une dictature avec un bulletin de vote. Mais ça, c'est Mboua Massok. Moi, je dis que vous n'y croyez avec... pas, oui. C'est peut-être plus facile. Oui. Mais le problème est que quand on fait la casse, on ne sait pas où ça tombe. L'exemple, c'est le nord-ouest et le sud-ouest.
une cause légitime qui a dérapé. Le Nord-Ouest avait l'avantage d'avoir toutes les écoles, très bien privées et missionnaires, où partaient les gens de Douala et Yaoundé pour aller à l'école. Mais vous savez ce qui se passe? Toutes ces écoles ont réouvert à Yaoundé. Donc on peut avoir le même système anglo-saxon ici à Yaoundé, internat et tout, sans aller à Bamenda. Je ne sais pas si après la crise, ces gars vont repartir à Bamenda. Donc, c'est bien de solliciter la casse, c'est bien. Mais puis après, et je pense que les leaders d'opinion, les journalistes, j'ai dit quand j'avais fait le discours sur l'éthique et tout, j'ai dit aux confrères, partez chez vous, cherchez à parler à vos gens, demandez-leur de s'inscrire, parlez-leur comme maintenant, c'est vous là, c'est sur vous que ça va tourner. Et je pense que c'est faisable, avec une opposition qui est consciente, oui, pour guider, n'est-ce pas, vers un changement. Alors, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la guerre des clans qui fait rage au sein du gouvernement, au sein du régime. Est-ce que vous aviez cette guerre des clans dans votre esprit lorsque dans votre discours de fin d'année, vous avez parlé de notre société qui se transforme progressivement en une mer peuplée de requins? Exactement. Les requins se connaissent. C'est quand même fort, hein, c'est violent. Les requins, oui, quand écoute, on connaît la férocité d'un requin. Mais quand on voit l'assassinat de Zogo, ça confirme qu'il y a en fait des requins. Est-ce que vous avez besoin de couper la langue, couper les ongles, utiliser toutes sortes de tactiques macabres de torture? Oui. Et là, ce n'est pas pour lui, c'est pour transmettre ce message aux autres. Tentez, vous verrez. Et là, le président, il est encore vivant. Voilà. Imaginez-vous donc. Imaginez-vous donc. C'est pour ça que je dis que il n'y a que le peuple qui peut dire voilà ce que nous voulons. Ça s'est passé dans les années 90, ça a tourné dans les conférences internationales, les conférences souveraines. Mais à ce moment-là, le politique avait la parole. La société civile avait la parole. Les avocats avaient la parole. Au procès de Yondo Black, j'étais parmi, il y avait 300-400 avocats qui y étaient. Ceux qui parlaient, qui même pour les RDPC, ce pas des fonctionnaires. Mais là, regardez les missions du parti dans les régions. Oui. Mais c'est des fonctionnaires. Partout, c'est cela. C'est pour ça, bon, c'est un truc qui parle pour tout le monde. J'entends même que dans une préfecture au nord-ouest, il y avait tellement de cartes d'adhérents de ce coin-là qu'on est parti pour visiter. Et on a vu que bon, les cartes ont été achetées par la personne qui voulait faire sa promotion là-bas, mais il n'y avait pas assez de militants, tels que le les cartes. Donc, tel que je vous ai dit tantôt, c'est très effrayant. Et moi, mon avis que le salut viendra par le peuple qui devienne conscient, qui cherche le changement. Et le cas Frambia, c'est du sérieux? Écoute, je ne sais pas si c'est sérieux ou non, mais rien ne l'empêche de briguer un mandat. Alors, je vous repose la question autrement, peut-être, pardonnez-moi un peu la trivialité. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'enfant de Paul Biya peut diriger ce pays après les 43 ans de son père? Je vais vous répondre en deux parties, rapidement. Première partie. Vous et moi, nous n'y pouvons rien. C'est son droit. Oui. Si le RDPC décide, dans un congrès extraordinaire, de faire le président Frank Biya, vous et moi, on n'y peut rien. Ce qui est légal n'est pas toujours légitime. Hein? Non, je ne suis pas encore là. OK. Alors, Akere Mouna conseille de Frank Biya. Est-ce qu'il faudrait qu'il y aille? Moi, je prendrais mon expérience à moi. Dès l'école, le lycée, mon père nous interdisait d'être accompagnés par les voitures de l'État. Parce qu'il dit, si tu veux entrer dans la voiture du Premier ministre, deviens Premier ministre toi-même. Ça, c'est pour le gouvernement. Je deviens donc avocat. Je vous ai raconté les cas de conflit d'intérêts qu'il évitait.
Mon frère Bernard a cette domination à la CDC. Mon père, Premier ministre, biffe que non, vous ne pouvez pas parce que moi, je suis Premier ministre. Donc, dans mon ADN, je comprends que ça ne peut pas se passer ainsi. D'ailleurs, j'étais bâtonnier. Mon neveu, qui est avocat au cabinet, rate l'examen d'entrée. Et c'est au moment de dépouiller qu'un conseiller dit, mais Mouna, j'ai dit que c'est mon neveu. Il dit, mais il est reçu. J'ai dit, mais il n'a pas eu la note. Mon neveu a fait appel à mon père, qui est venu ici à Yaoundé. Il m'a dit, mais votre neveu, vous êtes président du jury? Je dis, oui. Il me regarde, il comprend, il dit, bah, l'examen devait être très difficile. Et c'était tout. Donc, voilà ma façon de faire. Alors, à Kérémouna, conseiller de Jean Bia, j'ai dit, pour le moment, ce n'est pas le moment. Mettez-vous à l'écart. Et j'ose même penser que c'est la volonté de son père. Parce que si la volonté de son père était de le faire succéder, il aurait mis dans les rouages depuis, comme les autres l'ont fait, ministre, secrétaire d'État, l'envoyé en mission, des choses qui l'amènent à être à l'aise. Et comment vous interprétez alors tout ce bal qu'il y a autour du nom du fils du président Franck? Il y a eu le mouvement des franquistes, on l'a vu parcourir un peu le pays s'offrir des bains de foule et tout. Comment peut-on interpréter ça? C'est toujours le fanatisme plein d'hypocrisie des Camerounais. Quand un Camerounais, tout ce monde fanatique pour quelqu'un, moi je regarde, je dis, ce gars-là, c'est faux, quoi. Tellement faux. Donc, ce fanatisme-là, c'est peut-être instigé par les gens qui sont à la recherche de la protection, qui pensent qu'il est mieux placé parce qu'il aura peut-être tous les attributs de l'État qui vont le protéger. Il y a toutes sortes de raisons. Ils disent, bon, dans le cafouillage politique, et puis on va nous distraire avec les élections par-ci. Les élections sénatoriales, ça n'apporte rien à l'État. Ça ne changera rien. Même comme les législatifs, on a appris à être distrait par ces histoires d'élections à répétition, mais ça ne change rien dans l'état de tous ces citoyens. Donc, ce qui amène cette histoire-là, c'est légal, oui. Mais est-ce le moment? Je ne pense pas. Alors, vous avez connu, le président Paul Biya a travaillé avec votre père du temps de quand mon père était vice-président, oui. Secrétaire général à la présidence. Donc, vous avez connu le président Paul Biya du temps de sa fringante jeunesse, quand il venait travailler avec votre père. Est-ce que vous avez connu aussi son fils? J'ai rencontré son fils plus tard, quand il était déjà parti faire des études aux États-Unis. Oui. D'ailleurs, je l'ai rencontré à l'aéroport de Paris, en fait. On a un peu causé, on s'est entretenu. Moi, je trouve que c'est d'une bonne éducation, parfaitement bilingue, aimable, simple, parce que quand je l'ai vu à Paris, il était seul, il avait son chariot, il est parti prendre ses bagages. Avec autant de qualité, on risque de vous demander pourquoi il ne peut pas. Pourquoi? Oh, mais écoute, il y a beaucoup de gens de qualité qui pourraient. Ce n'est pas cela. Je suis en train de dire, moi, poser une question dans un contexte précis. Absolument. Je pense que pour le moment, comme vous avez dit vous-même, c'est comme Maïdji aussi, après son règne, il mettait un nordiste, encore musulman, c'est comme Senghor, chrétien. Après lui, il savait qu'il y a toutes les composantes de la société qui doivent participer à la chose publique. Ils ont compris ça au Nigeria. Donc, je pense qu'il faudrait que nous prenions conscience que pour amener tout le monde avec nous, il faudrait que pratiquement ils soient avec nous. Pas cet partenariat entre le cheval et le cavalier. Oui. En 2018, vous avez tenté une aventure lors de la présidentielle et vous avez posé quand même un acte assez rare dans la scène politique camerounaise, c'est-à-dire vous avez renoncé à votre propre candidature pour soutenir celle de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, est-ce que vous en êtes fier ou alors vous le regrettez un peu? Non, écoute, moi, j'assume les décisions que je prends. Oui. Et dans un cadre précis. Ceux qui écoutent le discours que j'ai fait en me lançant, j'ai dit que je suis prêt à me mettre derrière quelqu'un d'autre pour le bonheur de tous, et je le redis. C'est ça ma démarche. J'avais rencontré tous les leaders politiques. Et à ce moment précis, quand j'ai eu des longues discussions avec Maurice, je l'appelle ainsi parce qu'on est des amis, je me suis dit... Maurice Kamto. Ouais, je me suis dit, bon, c'est la personne
peut-être parce qu'on est tous les deux avocats, parce qu'on est tous juristes, on a eu à travailler dans un dossier ensemble dans le temps, peut-être, n'est-ce pas, la personne avec qui on se comprend. Et voilà ce qui m'a amené à lui apporter mon soutien. Ça aurait pu se faire plus tôt, oui. Ouais, mais on avait eu une séance de travail, on a dit qu'on allait se revoir. Et dans cette réunion, c'était lui ou c'est moi. Bon, ben écoute, il a estimé qu'il fallait qu'il aille. J'ai dit, ben, écoute, je ne peux pas vous demander quelque chose que moi-même je ne peux pas faire. Oui. Bon, ben voilà comment on est parti. Mais comme avec Frundi, quand la Cour constitutionnelle a dit qu'il est le président de la République allait prêter serment, le combat s'arrête. J'étais jusqu'à la Cour, j'ai plaidé à la Cour constitutionnelle. Mais quand nos institutions, ce n'est pas les personnes, oui. Ceux qui l'animent peuvent confondre leur personne avec l'institution. Mais du moment où on a dit que voilà le président de la République, terminé. Quelles sont les relations que vous avez gardées avec Maurice Kamto? Bon, il faut être là pour avoir une relation. Il faut être là pour avoir une relation. Je dois dire... Il y a le téléphone, hein? Écoute, il faut être là pour avoir une relation, mais le téléphone, utilisez ça si vous voulez. Mais je dois dire que, vous m'avez demandé si c'était dessus ou non, je dois dire que la même chose que j'avais eue avec Frundi, cette histoire de victoire volée, ça ne rime à rien. Je ne connais personne qui est parti de là, même Donald Trump. La preuve, ça dépend, il y a ces gens qui sont en train d'être condamnés. D'ailleurs, même lui-même, fin juriste qu'il est, avait écrit l'article en 2004, où il disait que quand la Cour constitutionnelle parle, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours. Donc j'étais surpris d'avoir cette... Donc vous n'étiez pas d'accord avec cette campagne de résistance nationale? Oui, pas résistance partisane. Oui. C'est pas national. Hein. Oui. C'était une résistance partisane. Oui. Et puis les démarches, les recours déposés par-ci, les recours à l'Union africaine. Et puis c'est ça, cette histoire d'opacité. Qu'est-ce que ça a donné? Le recours par-ci, le recours par-là, recours à l'Union, recours par-ci, où on a trouvé quelqu'un avec un pistolet. Tous ces incidents-là, on a clôturé ce dossier comment? Donc, tu vois, je suis quelqu'un qui aime être, je ne veux pas dire efficace, mais qui aime comprendre pourquoi je fais quelque chose, pour pouvoir vous expliquer à vous, les journalistes. Oui. Du moment où je ne sais pas quel carburant on mettait dans ce moteur, n'est-ce pas, j'ai continué sur mon chemin. Oui. 2025, c'est dans 2 ans. À quelle élection serez-vous candidat? Il y aura législatives et municipales, présidentielles. Laquelle de ces élections vous intéresse? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est parce que toute cette période, j'ai une équipe qui travaille à me donner tous les jours des informations. J'ai une bonne équipe. J'ai restructuré Now, parce que je pense qu'il faut que les gens soient informés, qu'ils s'inscrivent. On va lancer un projet qui s'appelle Budget Tracking, qui est à faire avec notre débat actuel. Donc, les équipes Now vont se déployer pour regarder sur le budget. Je dis que bon, à Baham, tiens, par exemple, on devait construire une préfecture. Voilà le montant. Où est ça? Est-ce que le travail que vous faites à Keremouna n'est pas plus le travail d'un leader de la société civile plutôt que celui d'un acteur politique pur? Moi, je pense que l'acteur politique pur que je suis doit se nourrir de quelque chose, d'avoir un objectif. Moi, depuis get-go, comme on dit en anglais, le seul mal qu'on a dans ce pays, c'est la mauvaise gouvernance. Si vous réglez ça, vous réglez tout. Et de ce côté-là, je sais de quoi il s'agit. J'ai appliqué sur le plan global, régional, continental et même national. Je sais de quoi il s'agit. Donc je sais ce que je peux apporter à mon pays. Donc ça veut dire que, certes, je peux le faire, mais je ne suis pas chef parce que je me proclame. Il faudrait qu'il y ait une démarche, maintenant plus que jamais, d'ensemble pour aller vers l'objectif. Donc c'est ça ma démarche. Oui. Imaginez une Assemblée nationale camerounaise avec des personnalités fortes comme Akeremouna, Kawala, Maurice Kamto, je ne sais pas qui d'autre je peux citer.
Ça, ce serait pas mal pour le niveau de cette assemblée quand même, non? Ça serait super. Et pourquoi vous ne faites que lorgner étudie, alors que Ngwaikele est C'est plus vous proche? qui le dites. C'est vous qui dites que vous ne faites que vous m'avez posé une question. Ben oui, Je vous ai dit que moi, je pense qu'il faut le faire 2025, ensemble. oui. Si on se met ensemble pour dire que bon, on va aller massivement à l'Assemblée. Vous-même à on titre fait- personnel. Oui, moi, à titre personnel, Oui. moi, je pense qu'il faudrait une concertation. Sinon, Mm. on va aller encore au casse-pipe comme avant. Et je suis en train de dire aux avocats, allez-y, je vais demander aux avocats de plus en plus de s'impliquer. Aux États-Unis, 2/3 des congressmen sont des avocats. Presque la moitié des sénateurs sont des avocats. Sur les 46 présidents, il n'y a que 19 qui n'étaient pas avocats. Des fois, même président et vice-président étaient. Oui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les journalistes et les avocats ont ça de particulier. On touche à toutes les facettes de la vie. Oui. C'est rare de trouver un pays, excuse-moi, anglophone, où le président de l'Assemblée n'est pas avocat. Mais pardi, c'est la chambre où on crée les lois. Mais des gens qu'on entend là-bas, Dieu merci. C'est pour ça que vous avez une loi de 2018 que personne ne sait, qui demande aux parlementaires eux-mêmes d'avoir une loi sur l'éthique, ils n'en ont pas. Donc, le mouvement NAO sera présent lors des prochaines échéances électorales. Ouais. Pour le moment, on demeure une force mobilisatrice et une force pour la transparence. Alors, parlons à présent de la crise anglophone, si vous le voulez bien. Vous avez regretté dans une de vos sorties, je pense que c'est votre discours de fin d'année, que la crise anglophone aujourd'hui ne fasse plus l'objet de préoccupations ni des journalistes, ni même des acteurs politiques. Par lassitude, je suppose. Oui, par lassitude, effectivement. Alors, comment on fait maintenant? Moi, je pense La que crise est en train de s'enliser. la crise anglophone souffre des problèmes de transition que nous avons. Il y a des gens qui pensent maîtriser les données en l'état. Si vous y amenez une solution de la crise anglophone, oui, ça risque de perturber le jeu. Donc, il faut que les choses soient en l'état. On verra par la suite. C'est ce que je pense. oui. C'est pour ça que je pense que ceux qui pensent qu'on peut régler la crise anglophone en isolation de la crise politique que vit le pays entier, je pense que ça va être assez difficile. Oui. Je vais vous dire, je m'étais engagé, quand ça a commencé cette crise, parce que moi, il y a 7 ans, je suis pas allé voir la tombe de mon père. Hein. Donc je suis pas allé, d'ailleurs, on a frisé à être kidnappé quand je suis parti enterrer Bernard. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on voit maintenant, c'est très difficile, comme j'ai dit tout à l'heure, de régler le problème de manière isolée. Isolé. Bon, alors moi, j'avais commencé un processus en parlant au président Thabo Mbeki, qui a d'ailleurs écrit au président Biya. Je lui dis le problème anglophone, c'est assez grave. Il me dit, écoute, Akere, je pense que pour résoudre ça, il faut résoudre, avec tout le problème politique qu'il y a dans le pays, il faudrait donc des assises où nous allons rester à côté et les Camerounais parlent entre eux et les résultats, moi et 5 autres collègues, on va amener. Parce qu'ils ont au sein ce qu'on appelle l'Africa Forum. Ouais. Donc on avait tout fait, c'était très avancé. À l'époque, j'en avais parlé avec le secrétaire d'État Thibonage, qui était prêt à voir ce qu'il y avait comme budget. Le président Thabo Mbeki en avait parlé au président kenyan Uhuru à l'époque, qui était prêt à héberger. Il était question de choisir 500 Camerounais qui allaient avoir des assises quelque part avec une solution. Et le président Thabo Mbeki m'a dit, Akere, les proportions doivent rester pareilles. Ce n'est pas une commission paritaire. Donc, si vous avez 20% d'anglophones ou tel pourcent de ça, il faut que ce soit reflété dans ceux qui vont être. On était en train de mettre ça ensemble. Puis, il y a eu ce qu'on appelle le processus suisse. Le processus suisse, j'ai causé avec eux, causé avec l'ambassadeur qui était chargé de ça, causé avec tout le monde. Je leur ai dit, moi, je pense que pour le moment, ce processus-là, pour l'État, c'est une alibi.
Chaque fois qu'on demandait, mais il faut un dialogue exclusif, eh bien, on est dans le processus suisse. Et c'est pour ça, le Parlement européen, britannique, on encourage le processus suisse. Et ça a donné ce que ça a donné, hein. Les gars sont retirés, bon, mais il fallait autre chose. L'initiative canadienne, Oui. c'était une bonne chose, mais je n'étais pas optimiste, parce que ça allait être la même chose. Et ça n'a pas fait 72 heures, on a eu dans ce demandé, le gouvernement qui n'a donné mandat à quelqu'un. Donné mandat à personne. Bon. On a quand même vu une photo du ministre des Affaires. C'est une ancienne photo, photo. Ah, d'accord. Lors d'une autre réunion. Qui n'avait rien à voir. Rien à voir avec le fait. Donc, très bien. Ça, c'est les réseaux sociaux pour vous. C'est très malin. Il faut toujours regarder les contextes, vous allez voir. Moi, ce qui m'a intrigué dans la sortie du gouvernement, c'est les paragraphes de fin. Ils y ont mêlé des Américains, en les félicitant pour tout ce qu'ils ont fait. Oh, je me suis dit, donc, peut-être, ceux qui étaient contre ce processus ont dit, écoutez, les Américains viennent d'arrêter certaines personnes qui sont parmi les groupes qui sont sur la table de négociation. Quel effet ça va avoir avec les arrestations aux États-Unis, tout ça, bon, faisons gaffe. Vous allez voir l'autre paragraphe qui dit « encourage les autres pays à aider pour ». Donc je me demande que voilà encore les deux camps qui se manifestent au sein d'un problème aussi crucial que cela. Mais toujours reste-t-il que tant on n'a pas de débat authentique. J'étais au grand... Il y a eu le grand dialogue national. Ah, j'y étais. Oui. Et je suis parti. Parce que c'était... It was farcical. C'était une farce. C'était du fake. Moi, avocat de plus de 40 ans, qui a écrit, j'ai amené des documents historiques, d'autres pris de chez mon père. Je ne pouvais même pas parler. Le sultan des Bamoun a parlé, on l'a hué, parce qu'il a seulement dit qu'il faudrait une limitation de mandat. Mais quand même, il y avait un groupe de gens qui étaient programmés pour huer ceux qui disaient qu'ils ne voulaient pas. Donc je suis parti. J'ai dit, il y a certaines personnes qui des marches pour me ramener. Ce n'est pas une vente aux enchères. Moi, je marche selon mes convictions et je suis parti. Donc, et c'est la chose qui est pour le Cameroun. On sait se tromper. Et on sait qu'on se trompe, mais on fonce quand même. On persiste. On persiste. Pour ça, on a toujours fait comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une expression anglaise qui cadre ça. Ça veut dire que on s'étoxe sur notre propre fumée et on est content. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est triste. Un pays qui déteste se mettre en cause. Certes, on a battu le Brésil, mais on est sorti au premier tour. On est sorti au premier tour. Comme en Algérie, on a alors battu qui? Le Niger nous a battus. Donc je pense qu'il faut savoir se remettre en cause. Tant qu'on ne le fait pas. Et ce dialogue-là, c'est cela. Qu'on se remette en cause, là on se trompait, là on ne s'est pas trompé. Et voilà, et je finis par là, de statut spécial. C'est dans la Constitution depuis 1996. Alors, c'est pourquoi c'est dans la Constitution. Les gens comme mon père et le docteur Foncha étaient sceptiques du fait que la décentralisation puisse remettre les anglophones dans l'endroit où ils étaient avant le fédéralisme. Alors, pour les convaincre, on a dit, bon, on va mettre, comme ça, s'il y a des institutions, des choses qui manquent, qu'il faut réajuster avec, on a cette clause-là. Bien, on le réchauffe combien d'années après, comme si c'était une innovation. Mais c'était là depuis 1996. Bon, mais quand mon père est décédé, Foncha est décédé, en 2004, on a sorti le fameux texte qui fait des gouverneurs, les vice-rois des régions. Donc je pense que on ne peut pas faire la politique par la ruse. Oui.
Sortons de cette émission par votre propre actualité à vous. Vous vivez désormais en République démocratique du Congo. Je ne vis pas, je suis consultant, je suis ici au Cameroun, oui. J'ai un cabinet qui tourne, oui. Mais je vais, quand je suis sollicité, pour assister le gouvernement congolais, et puis je vais aussi à l'Union africaine où je préside un atelier. Parce que justement, je m'apprêtais à vous demander si vous avez abandonné le Cameroun pour privilégier la République démocratique du Congo. Je vais où je suis efficace. Ils ont quoi que nous n'avons pas? Tout. Quoi? Ils ont un système... Quoi, au Congo? Oui. Ceux qui ont la parole au Congo, c'est les politiques. Ceux qui parlent, c'est politique. Ceux qui font des choses, c'est politique. Si vous voyez les conseillers du président, la plupart, bon, ils sont des experts qui viennent d'ici par là. Ils ont leurs problèmes, bien sûr. Hein. Problème de corruption au Congo, bah, c'est un problème africain, mais au moins, les gens qui s'expriment de dehors. Mais tandis que chez nous, c'est un système politique tellement incestueux que on ne peut pas savoir où on va. Parce qu'il faut des motions de soutien, il faut que les mêmes gens disent ceci, si tu sors ta motion, il faut que je sorte pour moi, on te met ton nom. Ça nous amène vers où? Personne n'innove. Personne n'innove. Donc je pense que c'est cela, il faut qu'on laisse pour que les gens puissent amener notre pays à avancer. Et c'est le cas de Zogo. Peut-être qu'il faisait ça contre quelqu'un, je n'en sais rien, mais ce qu'il disait, c'était vrai. Ce texte dont je vous ai dit exige que tous les lignes là, l'argent qu'on donne, soit publié. On n'a jamais vu une publication. C'est le texte qui le dit. Hein. Il n'y avait pas meilleur moyen que celui-là de finir cette émission par là où on l'a commencé. Exact. Maître Akeremouna, merci. Mais écoute, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine.